Donc l'objectif ici, c'est de présenter les propriétés de l'optique géométrique, des propriétés et en plus de présenter les conditions de travail. Donc il y a deux optiques, l'optique ondulatoire où on considère que la lumière est une onde, et puis l'optique géométrique. Alors c'est quoi les hypothèses de travail de l'optique géométrique ? Tout d'abord, la lumière, c'est un grain qui transporte de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que la lumière transporte de l'énergie, puisqu'elle nous chauffe les mains par exemple, elle réchauffe la Terre, elle apporte de l'énergie à la Terre. Et dans ce cadre, on peut décrire la lumière comme un grain de particules. Ce grain, c'est ce qu'on appelle le photon. Et sa particularité, c'est que le photon a une masse nulle. Donc du coup, on a une masse nulle. Donc c'est un grain de matière, mais c'est un grain au sens descriptif. On va avoir des propriétés descriptives avec ce grain de matière de masse nulle. Ensuite, ça va avoir deux conséquences. Le photon, donc, qui a de masse nulle, il transporte quand même de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, eh bien, elle s'exprime sous la forme EC, donc l'énergie cinétique, est égale à h nu, est égale à hc sur lambda. Donc ça, c'est une formule à connaître. On la rappellera plus tard dans le cours sur les ondes. Hop. Donc cette formule à connaître, eh bien, elle est dotée des unités suivantes. H, c'est une constante qu'on déterminera. Et puis ici, on a donc la fréquence en Hertz. Et ici, on a la célérité de la lumière qui est une constante en mètres par seconde. Et ici, on a la longueur d'onde. Longueur d'onde qui s'exprime en mètres. C'est une longueur, donc ce sont des mètres. Et puis, seconde propriété, seconde conséquence, c'est qu'on vient de dire que c'était un grain, donc le photon se comporte comme une particule. Si c'est une particule qui a de l'énergie cinétique, alors cette particule a une vitesse. On a de cette vitesse la célérité. La célérité est notée C. Et c'est la célérité, pas n'importe où, c'est dans le vide. Quand on parle de la célérité de la lumière, c'est dans le vide. Et cette célérité, elle a pour valeur approximative 3,010 puissance 8 mètres par seconde. Attention, vous devez connaître cette valeur numérique. C'est la valeur de limite de la vitesse dans l'univers. Et à ce moment-là, c'est la vitesse dans le vide. Attention, c'est important parce que la lumière, quand elle va rencontrer le milieu matériel, elle va interagir et on va définir une seconde vitesse. Et la vitesse de la lumière dans un matériau est notée V tel que le rapport de la célérité dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le matériau est égal à n, et n, c'est l'indice de réfraction que vous avez déjà rencontré à travers les lois de Descartes quand il y a des problèmes de déviation de la lumière dans la matière. Donc deuxième formule à connaître. Hop. On remarque que le nombre n est un nombre sans unité. Ah oui, tiens, je n'avais pas précisé l'unité de l'énergie, ça me paraissait tellement évident maintenant avec vous, qu'ici on a des joules. Et ici, comme on a les mêmes unités pour la vitesse et la célérité, eh bien ici on a un nombre qui est sans unité, donc je mets un petit trait pour dire qu'il est sans dimension. Alors, cet indice de réfraction, il permet d'être utilisé par les lois de Descartes, où on a des déviations du rayon lumineux. Et ça, on l'avait déjà en fait travaillé l'optique géométrique en seconde, dès la seconde. Alors, quelques applications numériques. Calculer la vitesse de la lumière dans l'air. Donc, on vous donne l'indice de l'air. Donc, souvent, il y a une petite indication comme ça, NR, qui est égal à 1,001. Et donc, trouver la valeur de la vitesse de la lumière. Je vous laisse faire ça. Ensuite, on a la vitesse de la lumière dans l'eau, qui est exprimée par cette valeur. Trouver l'indice de réfraction de l'eau. Et enfin, on a la vitesse de la lumière dans un flint à déterminer pour un indice de 1,71. Donc je vous laisse quelques secondes pour
pour faire ces calculs et trouver cette vitesse de la lumière. Première chose que l'on devra savoir réaliser, calculer cette vitesse de la lumière dans un matériau ou bien calculer l'indice du matériau. Donc comment calculer la vitesse de la lumière? Donc on utilise la relation avec l'indice de réfraction, puisqu'on nous donne l'indice de réfraction. Dans le cours, on a deux formules pour calculer la vitesse, énergie cinétique, mais là on n'a pas de masse, donc on est un peu embêté. Et puis ici, on a une formule qui fait intervenir la vitesse de l'onde et la vitesse de la lumière dans le vide. Donc ici, on pose C sur V égale N. Du coup, V est égal à C sur N. Hein, on a C égale N fois V. Et puis après, du coup, V égale C sur N. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque l'on fait C sur N, application numérique, on a 3,0010 puissance 8 divisé par 1,001. Et ce qui nous conduit à la valeur suivante. Donc vous trouvez 2,997. En gardant les chiffres significatifs et en tronquant, on a 2,99. Si on fait un arrondi au supérieur, eh bien on a 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Alors du coup, on remarque que c'est légèrement inférieur à la vitesse de la lumière. Alors ça, c'est une règle. Hein. La célérité est toujours la vitesse maximum, donc elle doit toujours être plus grande que n'importe quelle vitesse de la lumière calculée dans un matériau. Et du coup, ici, c'est tellement faible l'écart entre les deux, puisqu'on trouve 2,97. En gardant les chiffres significatifs, 3 chiffres, on arrondit au supérieur ici, et du coup on voit que dans l'air, finalement, on considère que l'air c'est le même milieu que le vide, et la lumière se déplace à la même vitesse que dans le vide. Alors, dans l'eau, on nous dit qu'on mesure la vitesse de la lumière dans l'eau, avec une vitesse de 2,25 10 puissance 8 mètres par seconde. À ce moment-là, on utilise la même formule, C sur V égale N, on remplace par les valeurs numériques, C, sa valeur c'est 3 10 puissance 8, divisé par V, 2,25 10 puissance 8. Et ça nous fait 1,33. 1,33, ce qui nous donne l'indice de l'eau. Alors vous pouvez vérifier, c'est 1,33. Maintenant, l'indice de l'eau est bien de 1,33. Avec les chiffres significatifs, on garde 3 chiffres. Et enfin, la vitesse dans le Flint, eh bien, on a C sur V égale N. V égale C sur N, de la même façon que dans l'air tout à l'heure, et ça nous fait une valeur numérique de 1,75 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui veut dire 1,75 10 puissance 5 km par seconde, et ça fait 175 000 km par seconde. Alors, je mets entre parenthèses, évidemment ici c'est pas très scientifique puisqu'on n'a pas les chiffres significatifs, mais c'est pour se rendre compte, 175 000 km par seconde, sachant que le périmètre de la Terre c'est 40 000 km, et bien si on est à 40 000 km par seconde, on va faire pour la lumière l'équivalent de 4 fois le tour de la Terre, 4 fois et demi le tour de la Terre, donc ça va très très vite, d'où l'importance de l'utilisation des fibres optiques pour Internet. Alors, maintenant que le photon est une particule, il a donc de la vitesse, donc c'est tous ces ensembles-là, hein. On a fait quelques applications numériques pour la vitesse, hein. Première application numérique. Dans l'air, on retiendra que dans l'air, en fait, c'est la même chose que dans le vide, et puis après dans des matériaux. Donc ça, c'est pas à retenir, cette valeur pour l'air, elle est à connaître. Enfin, puisque c'est une particule adopte une trajectoire. Et cette trajectoire, ça sera le rayon lumineux. Et vous avez déjà vu ces rayons lumineux que l'on trace. Et quand on traverse une surface, lorsque l'on a une surface matérielle, avec par exemple de l'air ici, et puis ici du verre, le rayon lumineux va être par exemple dévié. Et du coup, notre rayon lumineux va subir des déviations. Donc ça, c'est une modélisation. La trajectoire, c'est ce qu'on appelle le rayon lumineux. Et l'objet technologique qui traduit très très bien l'existence de ce rayon lumineux, c'est penser au laser. Le laser qui est une source particulière puisqu'elle envoie la lumière dans une seule et même direction, et donc du coup ça montre bien que ce modèle corpusculaire n'est pas si délirant que ça. Au contraire, on peut avoir un faisceau qui part dans une seule et unique direction, et donc on a ce phénomène de rayon lumineux. Ok, d'accord ?
Donc voilà, le rayon lumineux arrive dans l'air, frappe une surface, il est dévié, c'est ce que vous aviez vu en second. Ok? Alors, ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne va pas parler de couleur de la lumière. C'est-à-dire que là, on va occulter toute la notion de couleur qui est liée à la longueur d'onde de la lumière. On va considérer que la lumière, c'est juste un grain de particules et on ne s'occupe pas de la couleur. Ok? Ça va pour ce schéma? Je vais passer à la suite, du coup. Alors, là, on a donc travaillé dans le cadre de la description de la particule, et maintenant on va s'intéresser aux conditions de travail lorsque l'on traite cette propagation de la lumière comme une petite particule. Alors, ce cadre d'étude où on considère que la lumière est une particule, eh bien c'est ce qu'on appelle l'optique géométrique. Donc le cadre est le suivant. On va étudier les déviations de rayons lumineux dès qu'on va avoir des interactions matière-rayonnement. Donc ça, vous aviez déjà fait ça en seconde. Les interactions matière-rayonnement, c'était tout ce qui se passait au niveau des lois de Descartes. Et en fait, ces lois de Descartes-là, eh bien, elles travaillaient déjà dans les conditions de l'optique géométrique. Donc première chose, on a des propriétés de trajectoire. Donc on a une propriété sur les rayons lumineux. Le modèle représenté par une trajectoire a les propriétés suivantes. Et ça dépend du milieu. Si on a un milieu homogène et isotrope, la trajectoire est rectiligne. En se déplaçant de la source vers l'infini et au-delà. Buzz, si tu nous entends. Et donc, on va préciser quand même ce que ça veut dire homogène et isotrope. Donc, homogène, ça veut dire que toutes les caractéristiques sont identiques. Ça veut dire caractéristiques identiques. Et c'est dans une direction. C'est-à-dire qu'on peut avoir une homogénéité dans une direction, mais on peut aussi avoir une homogénéité dans une autre direction qui soit différente. À ce moment-là, on aura des milieux qui seront homogènes, mais pas isotropes. Et donc, si on est isotrope, eh bien, ces caractéristiques, ça veut dire dans toutes les directions. Et donc, nous, on sera toujours dans des milieux homogènes et isotropes. Si on n'est pas en milieu homogène et isotrope, on ne sait pas faire. Et donc, on ne traitera pas les sujets. Donc, ça, on le dit, mais après, ça sera admis et on ne se posera même pas la question. C'est-à-dire que la propriété à retenir, c'est que la trajectoire est rectiligne. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre une hétérogénéité? Eh bien, dès qu'on aura une hétérogénéité, il y aura une interaction et cette interaction aura comme conséquence de dévier, qui dévie donc la lumière. Alors, elle ne fera pas que ça, mais le fait de dévier la lumière, eh bien c'est ça qui nous intéressera dans l'optique géométrique, c'est déviation de la lumière qui sera consécutive à une hétérogénéité. Alors c'est quoi une hétérogénéité? Eh bien c'est tout simplement passer d'un milieu à un autre. Par exemple, je passe de l'eau à l'air, hop, j'ai une hétérogénéité. Donc j'ai une déviation. Je passe d'un milieu chaud à un milieu froid, paf, c'est une hétérogénéité, et donc il y a déviation. Ça va? Pas de questions? Des questions sur ce petit truc là?
Donc la lumière est émise par une source. Une source, c'est un objet qui va envoyer de la lumière, c'est-à-dire une information dans l'univers qui va pouvoir être détectée et analysée. Cette information va traduire les propriétés de l'objet qui produit la lumière. Du coup, on définit deux sortes de sources de lumière. Il y a les sources primaires et les sources secondaires. Alors, une source primaire, c'est une source qui fabrique sa propre lumière. Et une source secondaire, c'est une source qui va envoyer de la lumière qui va provenir de l'objet. Consécutivement à ça, on va pouvoir le voir. Mais cette lumière n'est pas produite par lui-même. Alors, pour un exemple très simple, dans le bureau ici, je suis dans une salle où j'ai allumé la lumière. Donc mes néons, les lampes néons, les différents types d'éclairage sont des sources primaires. Et là, si j'éteins, eh bien, on ne voit plus rien, tout simplement parce que mon cahier est une source de lumière secondaire. Il a besoin qu'on lui envoie de la lumière, il utilise cette lumière pour renvoyer des informations. Et pourquoi il renvoie des informations ? Eh bien, la différence de matière entre la partie blanche et la partie noire, et donc de l'écriture, eh bien nous, on est capable d'observer cette différence, et donc on a des informations sur ce milieu matériel, ce qui se traduit par exemple par la lecture des caractères. Alors, on a exactement cette différenciation entre les étoiles, telles que le Soleil, et la Lune. Ce sont deux objets de taille à peu près identique, visuellement vus de la Terre. On peut observer les deux, ils ont à peu près la même taille. Quelle est la grosse différence ? Eh bien, le Soleil produit sa propre lumière, conséquence, on voit un disque lumineux quand on l'observe, alors que la Lune, on la voit que quand la lumière du Soleil vient la frapper. Et ça a pour conséquence eh bien, les phases de la Lune qui nous traduisent la façon dont la lumière vient frapper cet astre. Alors ensuite, eh bien, vient une seconde définition qui va être importante pour nous, les sources ponctuelles et les sources étendues. Et nous, on va s'intéresser qu'au cas des sources ponctuelles. Une source ponctuelle et une source étendue, eh bien, ça veut dire que lorsqu'elle est ponctuelle, une source est assimilée à un point qui envoie de la lumière dans toutes les directions. Donc le point va envoyer de la lumière dans toutes les directions, un point, hop. La lumière va partir dans toutes les directions à partir de ce point et va donner pour chaque direction un rayon lumineux. Maintenant, si on prend une source qui est plus grande, qui n'apparaît pas comme étant un point, on appellera ça une source étendue. Et une source étendue, c'est quoi ? Eh bien, c'est une juxtaposition de plusieurs points. Donc, en fait, on pourrait dessiner des rayons qui proviennent de chaque point et qui partent dans toutes les directions. À ce moment-là, on va avoir une collection de rayons qui vont partir dans l'univers, puisqu'on se déplace vers l'infini et au-delà. Alors, du coup, ici, on va faire une petite remarque. La qualification, et ça c'est important, une source est ponctuelle si elle apparaît à l'observateur comme étant un point. Une source est étendue si elle apparaît à l'observateur comme étant pas un point, mais plutôt une aire. Et donc, il va falloir faire attention pour distinguer cette notion de source ponctuelle et cette notion de source étendue, qui sont des notions relatives à l'observateur. Eh bien, les étoiles vues de la Terre, dans leur ensemble, peuvent être considérées comme des sources ponctuelles quand on les observe à l'œil nu. Elles deviennent des sources étendues si on utilise des télescopes ou des lunettes astronomiques, ça dépend de la distance à laquelle va être l'objet. Donc on voit déjà que la qualification d'étoile, en tant que source ponctuelle ou source étendue, va dépendre de la façon dont on l'observe. Ça dépendra donc de l'instrument. Et puis une constatation toute bête, une étoile est une source ponctuelle dans le ciel de la nuit, mais par contre notre Soleil, quand on l'observe, ce n'est pas une source ponctuelle, et ça apparaît comme étant un disque, donc c'est une source étendue, pour autant le Soleil est une étoile. Donc là encore, on voit bien le côté relatif de ce critère source ponctuelle, source étendue. Ce qu'on va retenir, nous, c'est qu'une source étendue, c'est un ensemble de sources ponctuelles. Donc finalement, si on étudie des sources ponctuelles, ça reviendra à étudier
les sources étendues. Et du coup, eh bien, on va définir deux particularités, ce qu'on appelle la notion d'image et la notion d'objet. Alors, on va appeler, donc ce sont deux termes techniques, image et objet. On va appeler une image et un objet à travers un instrument. L'objet sera la source de lumière. L'objet sera donc la source de lumière et cet objet va envoyer de la lumière à travers un instrument. Et l'instrument va recueillir et transformer cette lumière pour en faire ce qu'on va appeler une image. Et l'objet va, à travers un instrument donné, fabriquer une image qui dépend de l'instrument. On retrouve un petit peu la notation mathématique où l'on aura par exemple ici un antécédent qui va produire une image à travers une fonction. Donc ici, on aura une fonction f qui a une image donnée, un objet donné va donner une image. Et si on change la fonction, eh bien on change l'image pour un même objet. Ça, c'est ce que vous avez avec, par exemple, l'œil et la longue vue. Quand vous regardez quelque chose à la longue vue ou avec une paire de jumelles, vous n'observez pas la même chose que quand vous le regardez à l'œil nu, ne serait-ce que dans les dimensions et parfois même ne serait-ce que dans la distinction. Parfois on peut distinguer des détails, donc on observe des choses différentes. Ça, c'est lié à cette notion d'objet et cette notion d'image. Et donc, un objet et une image seront dits conjugués. Par définition, un objet et une image seront dits conjugués. Une image et un objet conjugués. Donc, important et de bien maîtriser ce vocabulaire-là. Et attention, l'objet, c'est l'objet de l'instrument qui va former l'image de l'instrument. C'est-à-dire qu'à son tour, l'image peut devenir l'objet d'un autre instrument. Et c'est ça qu'il faudra bien structurer. Et donc, on réintroduira cette distinction, cette écriture-là, pour symboliser ce qui se passe dans un instrument d'optique. Donc, j'y reviendrai. Alors, maintenant, pour notre image, eh bien, on a des petites choses qui vont impacter. Quand on parle d'image, on parle de netteté, on parle de qualité d'image. Et du coup, eh bien, hop. Donc du coup, si on a une certaine qualité d'image, on va apprécier cette qualité en parlant de netteté. Alors la netteté, c'est de faire quoi? C'est de voir des contrastes forts. On souhaite avoir des contrastes forts. C'est-à-dire des contours précis. Alors on verra pourquoi, à travers l'optique géométrique, pourquoi ces contours pourraient ne pas être précis. Là où c'est important, la netteté, c'est de faire la meilleure netteté possible lorsque l'on est en travaux pratiques. Évidemment, là, ça vous parle moins, vu le contexte dans lequel on fait ce cours. Mais la netteté, ça va être important pour travaux pratiques de s'assurer qu'on ait une bonne netteté. Puisque en théorie, on va faire des calculs, donc du coup on sera toujours super net, puisque les calculs théoriques ne vont pas tenir compte de petites aberrations, de petites imperfections de l'expérience, de la réalité de l'expérience. Il y a un autre terme qui intervient aussi, c'est la notion de résolution. Alors attention, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir besoin de maîtriser, mais c'est la différence entre la résolution et la netteté. La netteté, c'est de voir les contours précis, et la résolution, c'est de distinguer deux détails sur une image
Si on distingue les deux détails, on aura résolu l'image avec une certaine précision et donc on sera capable de voir des détails sur cette image-là. Et nous, en optique géométrique, distinguer deux détails, ça veut dire distinguer deux points voisins. Donc là, on parle bien de deux points voisins objets. On parle bien de deux points voisins, deux points lumineux. Ce sont nos deux sources ponctuelles qui constitueraient une même image et donc un même objet. Au départ, on a deux points qui émettent de la lumière. Est-ce qu'on va être capable de distinguer ces deux points? Eh bien, en observant l'objet à travers un instrument d'optique, eh bien, ce qui va nous donner un critère pour savoir si on réalise bien cette observation, c'est ce qu'on va appeler la résolution. Donc la netteté, c'est de voir des contours précis. La résolution, c'est de distinguer deux points ponctuels, deux sources ponctuelles sur un même objet de façon précise. Alors là, c'est qualitatif. Ce sont des mots que vous avez entendus. Il me paraît important de bien les avoir en tête pour pouvoir après avoir un vocabulaire précis quand on parle d'optique. Alors, on a vu que finalement les sources ponctuelles, ce sont des points qui vont envoyer de la lumière dans toutes les directions. Dans un milieu homogène, ce seront des directions qui seront rectilignes. Et puis après, eh bien, dès qu'on rencontre des objets, on va avoir des déviations de rayons lumineux, ce qui va altérer la perception de notre œil quand on va regarder des rayons lumineux à travers un objet. Alors, le système de base est la lentille. Donc on va s'intéresser aux lentilles pour pouvoir commencer à discuter des propriétés optiques de nos instruments. Donc on va s'intéresser à l'objet de transformation de la lumière qui provient d'un objet. Donc cette structure s'appelle un instrument. Et en optique, l'instrument de base, c'est la lentille. Alors, qu'est-ce que c'est une lentille? Alors, une lentille, on en a de plusieurs formes. On en a comme ceci. Voilà, on a une première lentille. Et puis, une deuxième lentille qui est comme cela. Hop. Voilà les deux catégories de lentilles qu'on peut avoir. Alors, d'abord, intéressons-nous à la description physique d'une lentille. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une lentille, c'est un matériau qui est constitué de deux surfaces courbées, de part et d'autre. Ces surfaces courbées, on les appelle des dioptres. Donc, c'est quoi une lentille? Ça va être schématiquement un matériau. Tac, voilà. Donc, ici, on aura un matériau. Donc, ce matériau aura un indice de réfraction. Et on aura des surfaces séparatrices. Donc des surfaces, ici, appelées dioptres. Alors pourquoi je parle de ces dioptres? Ici, on en a deux, une surface d'entrée, une surface de sortie. Eh bien, tout simplement parce que des fois, on rencontre dans les objets, dans les descriptifs techniques, ces histoires de dioptres. Et puis après, eh bien, on a au centre, ici, là, on va avoir ce qu'on appelle l'épaisseur. Et du coup, on va pouvoir, si l'épaisseur est suffisamment faible, alors on dit que ce sont des lentilles minces. À ce moment-là, on va dire que les lentilles sont minces et on négligera cette petite épaisseur. Et en fait, dans le cas des lentilles minces, eh bien, on va avoir des propriétés optiques en optique géométrique qui seront simplifiées. Alors, vous avez pu remarquer que, je vais enlever les deux lentilles, qu'on a deux types de possibilités pour les courbures. Donc, on a deux courbures particulières et ces deux objets sont du coup schématisés de façon différente, puisque ces deux lentilles vont avoir des comportements différents. On va en montrer le comportement juste après. Alors, ces deux types de lentilles, on va les représenter comment? D'abord,
toutes les deux ont un axe de symétrie qui est l'axe qui est ici. Ce qu'on appelle, on va appeler cet axe l'axe optique. Donc on aura ici une symétrie, tchac, hop, hop. Je vais mettre un OU puisque ce seront les deux seules lentilles qu'on rencontrera. Ensuite, on a la lentille qui vient perpendiculairement se positionner par rapport à cet axe de symétrie. Et après, on va avoir deux possibilités pour les surfaces de courbure. Alors, prenons la première. Eh bien, on voit que finalement, mes surfaces de courbure, je vais les dessiner ici au crayon papier, eh bien, on va avoir ici quelque chose qui vient comme ça vers le haut. Et du coup, on va voir que ça va se recroiser. Et naturellement, on va indiquer ici la fin, la finalité de nos deux lentilles. Alors, je regarde, j'en ai d'autres ici. J'en ai des plus fines. Plus. Voilà. Donc ces lentilles, en fait, elles vont venir se croiser en forme. Bon, là, elles ont été coupées, mais ça ne changera pas le comportement. Donc ici, on va mettre ceci. En fait, ce qu'il faudra se rappeler, c'est que là, ça prolonge la forme de la lentille. Vous voyez, hop, on retrouve la forme de la lentille ici. Et puis, du coup, si on prend les autres, on voit qu'on est plutôt vers l'extérieur de forme. Vous voyez, hop, comme ça. Et donc, du coup, on va avoir un bord plus large. Donc, finalement, ça, c'est un bord tout fin et un centre très épais. Et là, on a un bord plus large qu'on va distinguer en faisant ceci. En fait, c'est les tangentes des surfaces ici qu'on va avoir. Et donc, on aura nos deux lentilles. Ici, la lentille correspondante à des faces qui sont bombées au centre, fortement bombées au centre. On parle de lentilles plus épaisses au centre que sur les bords. Mais attention, ce sont des lentilles minces, plus épaisses au centre que sur les bords. C'est relatif. Pareil ici. On aura des lentilles qui seront moins épaisses au centre que sur les bords. Donc on parle de comparatif entre les deux. Alors, ces lentilles, eh bien, on va les appeler comment? On va regarder l'effet d'une lentille sur le trajet du rayon lumineux. Pour cela, on va prendre un axe optique. Et puis, on va placer ces deux lentilles sur un trajet de rayon lumineux. Et puis, on va regarder ce qui va se passer. Hop là. Donc ici, j'ai une lanterne. Cette lanterne, en fait, ça veut dire quoi? Ça envoie de la lumière. Hop. Tac. Donc la lanterne, elle envoie des rayons parallèles entre eux. Et je vais choisir un rayon particulier sur lequel je vais juxtaposer mon axe. Alors notre axe optique, on va systématiquement l'orienter dans le sens de propagation de la lumière. Alors là, du coup, si je place mon stylo devant la lumière, on voit que je stoppe la lumière, donc la lumière vient bien de la droite vers la gauche dans mon expérience. Et je vais placer ma lentille sur le trajet de cette lumière. Donc pour ça, eh bien, je vais éteindre afin de mieux distinguer les rayons lumineux. Et du coup, eh bien, on a deux types de lentilles que l'on peut utiliser. On a les lentilles qui vont faire quoi aux rayons lumineux? Eh bien, lorsque l'on place notre lentille sur le trajet de la lumière, et hop, eh bien, on remarque que nos rayons lumineux vont hop, je me mets bien au-dessus, là, j'essaie de bien surplomber le... Voilà, on a nos rayons lumineux qui vont converger, c'est-à-dire essayer de se rejoindre vers l'axe optique. Donc là, on parlera de lentilles convergentes, alors que si on intercale cet autre type de lentille-là, eh bien, bon, c'est assez fin, mais on voit que les rayons deviennent de plus en plus espacés,
Et donc, on va parler de lentilles divergentes, ce qui constituera nos deux sortes de lentilles. Donc ici, on va obtenir nos lentilles convergentes. Alors ça, c'est des notions que vous avez dû voir en première. Donc là, on aura les lentilles convergentes. Et ici, les lentilles divergentes. Et puis, ces deux lentilles, eh bien, elles ont un axe ici. Alors, souvent, il est orienté vers la droite. Là, je le garde par rapport à notre expérience ici. On a un axe optique. Et cet axe optique, on va l'appeler delta. On utilise la lettre delta pour le D de droite. Et du coup, là, on a l'axe optique. Donc, je vais noter ici axe optique de la lentille. Alors, l'axe optique, on pourrait se demander ce que c'est finalement. Reprenons notre lanterne. Si je place un rayon sur l'axe optique, donc je place un rayon sur mon axe optique, et donc mon rayon, on va bien le mettre en évidence en éteignant la lumière. Et bien ici, si on regarde ce rayon, je place ma lentille exactement en passant par le centre là, donc on voit bien le rayon de l'axe optique qui continue. Alors ici, vous voyez, je le sélectionne, il est là, il couvre bien ma flèche. Et bien, si je tourne ma lentille le long de cet axe, ce que je remarque, c'est que mon axe optique, lui, eh bien, il ne bouge pas. Donc ça veut dire que ce rayon particulier qui passe par le point central de la lentille qui est sur l'axe optique, ça définit vraiment un axe très très spécifique pour notre lentille. Et donc, cet axe de symétrie qui coupe la lentille exactement en un point fait de ce point une particularité également. Et cette particularité, on l'appelle le centre optique. Donc quand on a un système optique, on va avoir un axe optique, mais aussi un centre optique. Et le centre optique, on l'appelle O. Ici. Et O, ce sera le centre optique de l'instrument. Hyper important ce centre optique. Et maintenant, on va faire quelques observations générales. Donc les observations générales vont venir par la suite. Je vais les faire à l'aide de réalisation expérimentale ici. Donc je vais prendre une lentille et je vais regarder ce qui se passe. Donc, lorsque des rayons lumineux parallèles entre eux arrivent, eh bien ça vient frapper un point de l'axe particulier. Et si on fait une déviation angulaire de quelques degrés, eh bien on remarque que sur ces quelques degrés, vous voyez que l'angle est faible, eh bien on vient frapper toujours à la même position par rapport à l'axe optique sur un plan. On vient frapper et se croiser à un endroit précis quand les rayons sont parallèles entre eux. Alors maintenant on va faire l'inverse. On va se demander, tiens, est-ce qu'on peut faire sortir des rayons parallèlement entre eux de la lentille? Alors je place mon rayon central ici sur l'axe optique et je vais venir mettre cette lentille à un endroit précis tel que mes rayons ici sortent parallèlement entre eux. Alors, j'éteins la lumière pour plus de luminosité. Et là, eh bien, on remarque que l'on est capable de placer une lentille. Et là, la notion d'objet, elle est intéressante. C'est-à-dire que... Alors, attendez. J'ai changé mes réglages. C'était bien, pourtant. Hop. Voilà. Donc, ma notion d'objet, elle est intéressante parce que maintenant, ici, finalement, ma source de lumière, c'est bien la lampe. Mais ici, j'ai créé l'image par cette lentille. Cette première lentille, j'ai créé l'image de ma source de lumière. Et cette image envoie de la lumière sur ma lentille d'étude. Du coup, cette image devient l'objet de ma lentille d'étude qui produit ici des rayons imagés.
Et ce qu'on remarque, c'est que ici, on peut positionner notre lentille de telle façon à ce que les rayons en sortie soient parallèles entre eux. Alors là, ce que je remarque, c'est que ici, mes deux rayons sont bien parallèles entre eux. Là, ici, on a des rayons qui sont bien parallèles entre eux. Le faisceau est le même. Hein. On peut l'identifier avec une petite feuille de papier. Vous voyez, hop, là, on voit bien que les rayons restent à une même distance les uns des autres. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très très parallèle. Et on va noter ce point-là, particulier, qui nous permet d'obtenir des faisceaux. Est-ce que ce point particulier est situé à une distance particulière? Bien oui. Là, en fait, si on mesure la position de ce point spécifique, eh bien, on arrive ici à... Donc là. On avait ici 54 mm, et là, si on fait comme ceci, je vais refaire des choses un peu plus précises par rapport à mes mesures. Hop là. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette distance-là est égale à celle-ci. C'est-à-dire que ici, on a un point particulier qui envoie des rayons sur notre lentille et qui les fait sortir parallèlement entre eux, alors que ce point-là recueille des rayons qui arrivent parallèlement entre eux et ils vont sortir en coupant par ce point F. D'où l'importance géométrique du positionnement de ces points. Alors, dans ces conditions, eh bien, on définit des points géométriques qui caractérisent la lentille. On a vu que si on déplaçait la lentille, la position géométrique de ces points par rapport à la lentille ne change pas. Donc on a l'existence d'un point particulier avant la lentille, c'est le foyer objet. Et ce foyer objet est noté F. Ce foyer objet est noté F. On a existence d'un point particulier après, c'est le foyer. Vous voyez foyer F, foyer image, noté F'. Première chose, OF bar égale à moins OF' bar. On va parler de la barre après. Hop là, pardon. Donc, on va parler de cette écriture ici. Ensuite, s'il y a besoin de précision. Alors, géométriquement, par contre, il faut savoir ce que ça signifie. Donc, les rayons issus de grand F et frappant la lentille ressortent parallèlement à l'axe. Donc quand on a des rayons issus de F, ça veut dire quoi des rayons issus de F? Ça veut dire que nos rayons vont arriver de nos foyers. Alors là, hop, F', F vont être comme ceci. Si au contraire on a des rayons parallèles entre eux qui frappent la lentille, ressortent en passant en F'. Tous les rayons qui ont ces propriétés-là vont répondre à ces critères. Existence d'un plan particulier pour chaque point. On a le plan focal. Le plan focal. Et là, ce plan focal, on verra l'activité. Activité pour les propriétés.
que ce plan focal amène une petite propriété qui nous sera très utile dans le cadre d'études en terminale. Existence d'une symétrie. Alors là, je vais le remontrer en faisant une expérience qui est toute simple. Je prends une lentille, je la retourne, et j'obtiens la même figure. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la lentille, elle est symétrique. Et vous avez raison. La lentille est symétrique, donc prenons une lentille qui n'est pas symétrique. Alors, prenons une lentille qui est non symétrique, et puis regardons si, si cette lentille, est-ce qu'elle est convergente, est-ce qu'elle est divergente, et puis ensuite, est-ce que ça pose un problème. Je la place, on observe que c'est une lentille qui est divergente, et je la retourne pour voir si ça change. En fait, on a exactement la même figure, donc la symétrie ici de la lentille ne joue aucun rôle. Par contre, la description que l'on va en faire, avec ici une lentille divergente avec ce schéma, eh bien, les points F et F' vont être aux mêmes endroits, quelle que soit la façon dont on place la lentille. Et ça, c'est pratique parce que ça veut dire que tout schéma peut se représenter par le petit symbole que l'on a utilisé avant. Ça, c'est la réalité. Le schéma sera quand même celui-ci. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Donc, existence d'une symétrie. On peut retourner. On peut retourner la lentille sur son axe optique. Ça ne change rien. Rien ne change. Ni les points F et F', ni les points, ni les propriétés de la lentille. Alors, la limite des propriétés, on l'a vu. C'est quoi la limite de ces propriétés? C'est qu'il faut des angles petits. Il faut des angles petits entre l'axe optique et les rayons. Entre l'axe optique et les rayons lumineux. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Et quand on a les conditions de Gauss, tout ce qu'on va faire par la suite, sera applicable. Et nous, ce sera hyper simple, on sera toujours dans les conditions de Gauss. Donc, ces conditions de Gauss, ce sont des angles petits, et donc tout ce qu'on va faire par la suite sera valide. Est-ce que vous avez des questions? Deux propriétés importantes, les deux premières, là en vert, avec une conséquence, c'est que OF bar est égal à moins OF' bar. Ça, c'est ce qu'on a constaté, les points F' et F sont symétriques par rapport au centre O. Le plan focal aura des propriétés particulières. La lentille, quelle que soit sa forme, rien ne change sur ses propriétés théoriques. Et enfin, il faut des petits angles pour que tout ce qu'on dise soit vrai. Et donc, théoriquement, nous, on considérera qu'on vérifie toujours cette condition pour que ce soit vrai. OK? Et à partir de là, on va pouvoir faire de l'optique géométrique, c'est-à-dire faire des constructions géométriques qui vont donner des résultats aussi bons, si on est soigneux, que des calculs. En fait, on peut très bien faire toutes les constructions géométriques, réaliser les mesures et vérifier par du calcul que ce que l'on a fait est bon. Et donc, on peut aussi vérifier nos calculs à l'aide de notre construction géométrique. Ce qui va demander un travail très, très soigneux et précis. Équerre, papier millimétré, des choses comme ça. Est-ce que je peux passer à la suite? Maintenant que je viens de vous dire que si on vérifie ça, on peut faire des constructions soignées et faire de la géométrie, on va regarder justement les conséquences sur les rayons lumineux de ces propriétés des lentilles. Alors, la conséquence, elle est la suivante, c'est qu'on a dit les rayons lumineux sont des
sont des trajectoires, et que ces trajectoires, eh bien, elles sont droites dans un espace, dans un milieu homogène et isotrope. Alors, on va préparer un petit dessin, on va placer une lentille, et cette lentille, on va tracer des rayons lumineux à travers elle. Et on arrêtera le cours une fois que j'aurai fini cette chose-là. Donc je place un axe optique. Alors usuellement, la lumière se déplace dans les schémas. La lumière se déplace de la gauche vers la droite. Usuellement, ça se déplace de la gauche vers la droite, ce qui va changer un tout petit peu les choses par rapport au schéma précédent que je vous ai fait réaliser. Je prends une lentille convergente. Je la place. Et puis, je vais considérer une distance focale F de 3 cm. Là, ça fait à peu près 3 cm. Je place mon centre optique O. Et du coup, je viens de parler de distance focale. Alors, première chose, la distance focale. La distance focale d'une lentille, elle est notée petit f'. Alors, il faut faire attention parce que des f, il va y en avoir partout. Et cette distance focale, elle est égale à OF' bar. Alors, c'est quoi cette barre-là? Eh bien, tout simplement, je dis c'est simple, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on appelle une mesure algébrique. Une mesure algébrique. C'est-à-dire que c'est une mesure qui peut être soit positive, soit négative. C'est une mesure qui peut être soit positive, soit négative. Et du coup, on va mettre un axe. Comme on a un axe orienté, on peut donc avoir des mesures positives ou négatives. Là, notre axe orienté, c'est delta, l'axe optique. Et du coup, on va être positif dans le sens de propagation de delta. Avec comme origine, eh bien, le point O. Ainsi, on voit que OF' bar, c'est ce segment-là, c'est bien l'opposé de OF. Et donc on remarque que OF bar est égal à moins OF' bar. Et OF bar est négatif ici. Alors attention, les positions F et F', elles dépendent du type de lentille. On le verra par la suite. Donc, là, j'ai bien donné une remarque. Je la mets entre parenthèses. La propriété OF bar égale à moins OF' bar est vraie. Par contre, le fait que OF bar soit négatif, c'est ici, dans le cadre de ce dessin. Prenons un point maintenant. Puisqu'on a des sources ponctuelles, je vais prendre un point. Je le prends ici, voilà, tchac, ce point. Ça va être mon point objet. Je vais l'appeler B. Et je vais construire des rayons qui vont partir de B. Je vais construire des rayons particuliers. Premier rayon particulier, et en fait ces rayons seront au nombre de 3 rayons particuliers. Je vais avoir le rayon qui passe par le centre optique. On a vu tout à l'heure que le rayon qui passe par le centre optique, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais avoir un rayon qui va frapper le centre optique. Et ce rayon-là, on avait dit qu'il n'était pas dévié. Il n'était pas dévié, c'est quand j'avais bougé ma lentille autour de l'axe optique, eh bien, le rayon qui passe par l'axe optique n'est pas dévié. Hop. Deuxième rayon particulier, un rayon qui passe par F et qui frappe la lentille. Donc un rayon qui passe par F et qui frappe la lentille, il ressort comment? Eh bien, d'après la propriété précédente, tout rayon qui frappe la lentille
en arrivant du point F, ressort parallèlement à notre axe optique. Donc ici, comment faire un rayon parallèle à l'axe optique? Première possibilité, je prends une équerre. Deuxième possibilité, je mesure la distance qui est ici. Donc moi je trouve 13 mm. Et je reporte ici sur la fin de l'axe mes 13 mm. Pourquoi je me mets au plus loin? Pour éviter les problèmes d'approximation liés à mon positionnement de règle. Et donc du coup ici je vais avoir un axe. Tchic. Voilà. Et donc ce rayon, il continue. Donc je le représente par ces deux flèches. Comme c'est le rayon, ce qui change juste c'est la direction, eh bien je garde le même symbole pour savoir de quel rayon je parle. Et enfin, troisième rayon, un rayon qui arriverait parallèlement à l'axe. On sait qu'il va passer par F'. Bon, ben alors allons-y. Ce rayon-là, il va être parallèle ici. Donc voilà, je vais regarder si c'est à peu près bon. Très bien. Donc là, j'ai un rayon qui part de B. Et qui va sortir en passant par F'. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Oh, miracle de l'optique géométrique. Si ça, c'est pas de la précision, moi j'aime bien me lancer des fleurs. Là, on constate que ici, les trois rayons sont séquents en un point. C'est pas beau ça? Ah si, c'est beau ça. Hop. Ah, c'est beau. T'as un gros écart? Bah, c'est parce que ce que j'ai dit, il fallait des dessins propres et précis. Tu vois? Là. Poum! C'est précis. Attention, une erreur d'un demi-millimètre et c'est fini. Hein. Le demi-millimètre, ça peut jouer en passant par le centre ici. Ça peut jouer en passant par le centre là. Il faut vraiment être ultra précis. Là, j'aime autant vous dire que je considère que mon dessin, il est grossier. Il est grossier parce que j'ai utilisé un feutre, ce qui me donne des grosses épaisseurs, notamment pour placer le point haut. Et donc, du coup, le passage en haut, j'en suis pas forcément très content. D'accord? Et il faut avoir ce degré d'exigence-là. Hein. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est qu'ici, on obtient un point. Et ce point, eh bien, ce sont des rayons qui proviennent de B. Mais vu qu'avec ces trois rayons, ben, ça provient de B, ça veut dire que n'importe quel rayon, maintenant, issu de B, va venir où? Va venir se couper en ce point. Pouf. Il va venir se couper en ce point-là. Et donc, toute la lumière, n'importe quel rayon lumineux qui arrive de B et qui frappe la lentille, par exemple celui-là, et bien lui, on ne sait pas s'il a une propriété spéciale, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va frapper le point. Et donc là, on a ce qu'on appelle un faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière, c'est toutes ces lumières-là, là, tout ça. Eh bien, c'est un faisceau de lumière qui va venir traverser la lentille. Tout ça, c'est de la lumière. Alors, attention, on n'a pas toute la lumière, en fait. Si on veut l'intégralité du faisceau, il nous manque quelques rayons. Donc, on a notre un rayon particulier. Le rayon ici qui est parallèle à l'axe optique. Le rayon qui passe par F, deuxième rayon particulier. Troisième rayon particulier, celui qui passe par le centre optique. Et maintenant, si on veut le faisceau de lumière qui traverse vraiment la lentille, eh bien, c'est celui-ci. Tchac. Tchac. Et du coup, là, ces deux rayons-là, ils vont frapper en passant par le point qui est ici et en passant par le point qui est là. Et du coup, toute la lumière qui sera dans la zone ici, là, tout ça, c'est la lumière que l'on récupérera ici. Alors, on remarque une chose, c'est que finalement, la dimension de la lentille ne change pas la construction géométrique. Ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire que si j'avais eu un point B ici,
je peux tracer un rayon qui est parallèle à l'axe et qui frappe la lentille, en théorie, ici. Et donc ce point-là va venir passer par f'. Ok ? Et en venant passer par f', eh bien on peut le tracer, il va aller ailleurs. Donc le point B ici, on aurait un rayon qui passe par l'axe et on peut construire le point. Ça, c'est un rayon théorique. Il devrait passer là s'il existait. Maintenant, les rayons réels, eux, vont constituer le faisceau de rayons qui va passer la lentille. Et du coup, la taille de la lentille va impacter sur la luminosité de notre point image. Si on a une petite lentille, on récupère peu de lumière, ça sera très peu lumineux. Si on a une grande lentille, on aura beaucoup de lumière et on aura un point très lumineux. Donc, technologiquement, la difficulté ensuite, c'est de construire des lentilles suffisamment grandes qui focalisent parfaitement en un point. Et ça, c'est la grande difficulté industrielle de fabriquer ou technologique de fabriquer des lentilles. Ok ? Alors, on retiendra les 3 rayons particuliers. Donc, à savoir, construire les 3 rayons particuliers. Alors, est-ce qu'on est obligé de construire les 3 à chaque fois? Non. Il faut construire les 2 plus faciles à construire. Si on construit les 2 plus simples, de façon à ce que le point soit précis. Donc il faut des rayons qui ne soient pas trop parallèles entre eux en fait. Plus on a une angulation forte, plus l'intersection va être nette. Si vous avez quelque chose qui est un peu aplati, vous n'aurez pas forcément une belle intersection. Donc une intersection nette, c'est toujours mieux. Donc je conseille de faire le 1 et le 2 d'abord. Donc ce rayon qui passe par F et par F', ça nous donne un point net, et puis après on trace le 3, et on trace le 3 de telle façon à ce qu'il passe par le point pour faire une belle figure. Maintenant, si on est propre, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien ça passe vraiment par le point, et quand c'est comme ça, ça veut dire que 1, la figure a été bien exécutée, 2, eh bien on peut faire une mesure précise de ce point-là et le valider pour un éventuel calcul théorique. Voilà. Bon, on va... Bien, donc ici on a finalisé la construction géométrique d'une image d'un point à travers une lentille convergente. Et donc maintenant il va falloir s'intéresser aux constructions pour des lentilles divergentes. Et puis ces lentilles divergentes, eh bien, on va voir quelles sont leurs propriétés, la petite singularité par rapport à une lentille convergente. Ce qui est intéressant avec l'optique géométrique, c'est qu'on peut le faire par le dessin, c'est-à-dire que là on a résolu le problème par le dessin, et le point de mesure est bon, et on va vérifier par la suite, en faisant des modélisations numériques des lentilles, que ça marche, et que ce qu'on a fait par le dessin valide ce qu'on va trouver numériquement par une modélisation mathématique. Et en plus, si on fait les manips avec des bandes optiques, c'est-à-dire si on observe les vraies images avec une vraie lentille, un petit point lumineux et puis un écran, eh bien on vérifiera que en plus ça marche expérimentalement. Donc voilà, ça constitue donc une première partie importante de l'optique géométrique. On vient de poser le cadre et maintenant on va pouvoir travailler, faire des petits dessins, des petites constructions, tranquillou. Bien, à bientôt. Au revoir.